Bonjour à tous. Je vais vous présenter Symfony 2 et l'e-commerce ou comment construire un environnement e-commerce complet sur la base de Symfony 2. Donc, je suis Fabien Gasser, je suis consultant à vente chez Smile et un ancien chef de projet technique chez Sensio Labs. J'ai deux passions, le rap français et l'e-commerce. Je vais essayer de parler des deux, ça va être un peu compliqué. Chez Smile, on a une grande culture du e-commerce parce qu'on a fait plus de 60 projets autour de 250 jours hommes et plus, ce qui fait globalement 41 ans de projets. Avec des solutions comme on a intégré différentes solutions open source, Magento, Drupal, Jaya, Symfony, Spring, sur différentes plateformes. On essaye de réunir plusieurs solutions ensemble pour faire un tout cohérent. Avec des e-commerce, avec des petites particularités comme des e-commerce à 10 millions de produits et plus, avec des périodes de pointe à plus de 200 pages secondes, et des problématiques sympathiques comme du multistore, du multimarchand, du multicanaux, de la marketplace, et à chaque fois, sa spécificité. Il y a différents types de e-commerce, je voulais revenir dessus un petit peu. Il y a d'abord le e-commerce qu'on dit B2C, Business to Customer, et là, par exemple, on a des e-shops comme Uncut, la boutique de vêtements de Booba, des marketplaces comme la Fnac avec 20 millions de produits, donc ils vendent les produits des autres sur leur plateforme, des systèmes de drive comme Chronodrive, Auchan Drive, des systèmes d'abonnement, Birchbox comme la box beauté de votre copine, des ventes flash comme Voyage Privé, ou du B2B. Et là, on est plus sur directement du prix négocié, donc le prix remonte de l'ERP pour être affiché. Là, on peut imaginer vos vacances négociées par votre CE. En fait, vous avez un prix qui vous est propre. Ou demain, on peut imaginer de la vente de voitures sur Internet avec le prix du concessionnaire qui vous est propre. Donc, il faut concentrer ses forces sur le métier pour créer du lien avec le client et le faire revenir. Ça, c'est le motto un petit peu du e-commerce, où l'alternative, c'est d'avoir un produit incroyable sans aucune concurrence. Voilà. Construire un e-commerce qui marche, on ne s'achète pas des BM en livrant des pizzas. Du coup, on va essayer de faire un e-commerce qui marche, et si possible avec Symfony. Il y a 3 trésors dans l'e-commerce, 3 choses importantes. C'est le catalogue, votre catalogue, vos référentiels, avec les stocks, les prix, vos clients, qui sont vraiment votre mine d'or, c'est eux qui achètent, et les commandes. C'est la relation que vous avez finalement avec vos produits et vos clients. Et derrière, on a des solutions comme une PIM, qui va permettre de gérer un référentiel complet. Une PIM, c'est Product Information Management. Vous avez des problématiques CRM avec vos clients, c'est Client Right Management ou Customer Right Management. Des comptes clients, le panier, l'Order Manager, voilà. Ça, c'est vraiment les briques qui font le socle d'une application e-commerce. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour la suite. Symfony 2 et l'e-commerce. Il y a pas mal de bundles, il y a pas mal de choses. On va faire le tour. On a vu avec Fabien ce matin qu'il voulait faire de Symfony 2 le standard du middleware. Le middleware, c'est quoi? Globalement, c'est un progiciel. C'est une solution complète. C'est une solution comme Silus, un tout packagé, ou un peu comme Magento ou Drupal, qui sont des solutions complètes, un middleware complet. L'idée, c'est de servir non seulement de Symfony 2 comme un middleware, c'est-à-dire pour réaliser des applications, mais aussi pour faire le lien technique. D'où l'image, désolé. Donc, c'est vraiment de faire un lien, de coller les applications ensemble pour faire un tout cohérent. Le développement spécifique, aujourd'hui, ça doit servir à combler le gap, en fait, entre les progiciels référents du marché et le besoin client, de façon à adresser au mieux et à réduire la dette technique. Moins on développe, plus on peut se consacrer à passer du temps, en fait, sur le besoin du client. L'idée, c'est de respecter des domaines fonctionnels. Un CMS fait bien du CMS, un e-commerce fait bien du e-commerce. Il ne faut pas mélanger les deux. Si on reprend globalement une vision un petit peu, voilà, où se situe le middleware, voilà, on a une couche où Symfony 2 va être le middleware, l'application qui va servir le contenu. Mais on peut imaginer que c'est une segmentation plus fine. C'est-à-dire, votre application Symfony 2, au lieu d'être un middleware complet qui va gérer des commandes, des catalogues, etc., c'est d'isoler chacune des applications et avoir une approche SOA où chaque application aura son domaine fonctionnel et son point de rupture propre. Ça permettra de scaler. Si, par exemple, vous avez un nombre considérable de commandes qui augmente ou une volumétrie client beaucoup
plus importante suite à une opération de pub ou un catalogue beaucoup plus important si vous mettez en place par exemple une marketplace et que vous avez des nouveaux fournisseurs. Aujourd'hui, dans l'écosystème de Symfony, on a les solutions. On a Silus, on a Telia, il y a une autre solution que j'ai oubliée mais qui est en sponsor qui est Shopware, qui sont des progiciels, des middleware, qui répondent à un besoin, somme toute, assez simple et qui ne vont pas forcément être suffisants dès qu'on va avoir des besoins compliqués. Ma préconisation, c'est d'utiliser ces solutions quand votre besoin est simple. Dès qu'on commence à partir sur des besoins compliqués, utilisez les composants. Les composants, vous avez par exemple Leafly, qui est un panier complètement décorrélé, très orienté WOA, Web Oriented Architecture, qui permet via des web services REST, d'avoir un panier que vous allez rajouter sur différentes pages. Par exemple, vous avez un blog, vous avez Leafly qui vient rajouter la notion de panier sur votre site, et les deux applications sont indépendantes. D'un côté, vous avez votre blog qui fait très bien l'affaire, on va dire WordPress pour citer un blog, et de l'autre, vous avez Leafly qui fait juste le panier, et vous faites une imbrication des deux. Comme ça, ça marche. Si vous mettez de l'e-commerce dans le blog, là, on arrive à des horreurs. Je ne vais pas citer de nom, mais vous en connaissez sûrement. Vespolina, qui est une solution pareille d'un ensemble de bundles qui sont très orientés e-commerce, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Sur Silus, qui est donc à la fois une solution, mais à la fois un ensemble de bundles sur lequel vous pouvez vous appuyer pour construire votre e-commerce. Payum, qui va vous permettre de gérer différents PSP, différents moyens de paiement. Sonata, qui va vous permettre de construire un tout cohérent, et notamment il y a quelques bundles qui vont vous permettre d'avoir un aspect plus e-commerce. Ça va vraiment vous aider à construire par exemple un référentiel de commandes, ce genre de choses. Et après, on a les solutions complémentaires, où là on se retrouve avec des middleware, où on a Akaneo par exemple qui est une PIM, on a Oro CRM, on a Piwik, on a Drupal, on a Easy Publish Sync, et toutes ces solutions sont basées sur Symfony. Du coup, on a une symbiose technique où on est sur le même socle technique. L'idée, c'est de ne pas créer un monstre. Même si vous allez agréger différentes solutions ensemble, il y a certaines choses quand même qu'il ne faut pas faire. Et surtout, ne pas réunir l'ensemble des besoins dans une même application. Vous aurez des difficultés de maintenance, ce sera beaucoup plus simple. Vous aurez des règles métiers complexes, souvent inutiles, qui seront présentes dans votre application et qui rendront difficile sa maintenance, son évolution, sa scalabilité. Et ça, surtout, ça va modifier la structure de l'outil. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut respecter le domaine fonctionnel. Voilà, c'est ce que je disais. Faire d'un blog un e-commerce, c'est une mauvaise chose. Il faut séparer les deux. On ne fait pas des slides sur Excel, sinon je serais sur Excel en train de vous présenter ça. Je voulais revenir globalement sur qu'est-ce qu'était un projet e-commerce. C'est 30% de flux, 25% du référentiel, 10% de la gestion client, 20% de la commande, 5% du paiement. Et après, le reste, c'est un peu anecdotique, c'est la recherche, c'est Solar, c'est du SEO, de l'analytics. Globalement, ça, c'est un ABAC classique d'une solution e-commerce. L'idée, c'est, dans cette solution, de partir en fait, en choisissant les bons composants. C'est-à-dire, on va essayer de réduire la dette technique en prenant déjà des briques en puissance qui ont déjà des comportements e-commerce éprouvés, standards, etc. Et en fait, sur le minimum viable product, c'est le produit idéal. C'est-à-dire, c'est pas le minimum. On n'est pas dans le progiciel ou la solution qui va être insuffisante pour combler votre besoin, ni dans le produit surviable, où là, vous aurez développé des fonctionnalités qui vont vous servir à rien. L'idée, donc, c'est de définir en fait, les briques qui vont constituer votre e-commerce, les assembler ensemble et d'avoir une solution qui colle juste à votre besoin en réduisant la dette technique. L'idée, c'est toujours cette approche WOA, Web Oriented Architecture, c'est de faire des choses plus petites et de réduire le couplage. C'est d'avoir une core API qui va comprendre en fait tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est l'essentiel de votre application. Donc tout ça réuni dans une core API. Vous avez, si vous pouvez, avoir une gestion fine des ACL avec un serveur de permission, un serveur hôte, etc., de façon à gérer vos permissions, vos droits, faites-le. Concevez des domaines des applications par domaine d'application. Il faut faire peu, mais il faut faire mieux. Faites une application qui gère uniquement les commandes et ça sera beaucoup plus facile à maintenir, ça sera beaucoup plus facile à mettre à jour le service et à gérer sa disponibilité. Si vous avez des applications très découplées,
votre vie en sera beaucoup plus simple. Donc oublions les applications monolithiques et essayons d'avoir une segmentation qui est beaucoup plus fine que simplement l'application monolithique avec le contrôleur qui va servir la fonctionnalité. Il faut aller beaucoup plus loin et on pourrait envisager par exemple la segmentation par domaine fonctionnel. La segmentation par domaine fonctionnel, c'est de prendre par exemple une fonctionnalité, la recherche, le panier, une collection d'éléments, d'articles, et d'en faire un web component. Ce web component, il va comprendre tout ce qui lui est propre pour avoir son bon fonctionnement. Je m'inspire bien sûr de tout ce qui est Polymère ou Aura.js pour constituer ces briques-là, avec la couche de CSS, la couche d'HTML, le JavaScript et les ressources. Donc on a le data binding et on a notre Symfony qui va communiquer avec l'application. Ça peut être du JSON LD pour fournir des ressources bien documentées, donc une application web ethos qui va communiquer l'information à notre composant, et notre composant est totalement réutilisable et isolé. Du coup, notre application, qui peut être constituée de différents web composants, sera simplement scalable sur les différents niveaux de fonctionnalité et totalement isolée. Après, derrière, on a notre stockage de données dans du Postgres, du Mongo, du Elasticsearch, pour en faire une application cohérente. Le cœur de l'application e-commerce, ça sera le web orienté d'architecture et surtout donc l'API REST avec les différents niveaux. Une représentation ethos avec un formalisme HAL ou autre. La représentation, ça peut être aussi du JSON, du message pack, par exemple, quand on est sur du mobile. Ça peut être des micro-formats qui viennent compléter votre REST. L'idée, c'est d'arriver justement à un service complet, hypermédia, et comme on l'a vu ce matin avec Olivier Mansour, respectez pas forcément tous les principes de l'architecture ethos, et permettez-vous des petits tweaks qui vous permettent de vous faciliter la vie. Ça vous aidera à maintenir une application et garder des très hautes performances. Ce que vous pouvez faire pour améliorer vos performances, c'est mettre un varnish en face de votre couche d'API qui vous permettra de définir le débit, les performances, le X-rating, qui va déterminer combien de fois en fait, on peut aller interroger cette API. Ça va vous faciliter la vie sur le dimensionnement de votre service et les limites que vous pouvez éprouver. D'autres petites astuces pour le socle technique. Pour construire un e-commerce avec Symfony 2, c'est utiliser Redis et stocker votre cache, stocker vos sessions, stocker vos queues de traitement dans Redis. Redis permet de partager toutes ces informations sur l'ensemble de vos frontaux. Ça va vous faciliter la vie. Vider le carte vanish ou le cache CDN quand vous modifiez une information produit catalogue. Ça vous permet d'avoir vraiment pour le métier un catalogue qui va être à jour et pas avoir un retour genre j'ai mis à jour le produit mais il n'est pas visible sur le e-commerce, comment ça se fait, il y a un bug, ça limite des allers-retours. Et surtout, si vous n'avez pas de calcul à faire sur votre catalogue, c'est-à-dire si la PIM vous fournit l'ensemble des informations, stockez-le dans Elasticsearch. Pourquoi? Elasticsearch, c'est non seulement une base de données, mais aussi un moteur de recherche, et vous bénéficiez donc nativement d'une API REST, de fonctionnalités du moteur de recherche, et d'une structure scalable qui va sharder automatiquement votre contenu, selon les clés que vous aurez définies. Si vous n'avez pas de calcul à faire, utilisez Elasticsearch ou Solar pour fournir votre contenu. Et des alertes sur vos flux. Le flux, c'est une majeure partie de votre projet, et monitorez-le avec New Relic, avec du monitoring. Et surtout, n'ayez pas peur d'utiliser des solutions tierces. Il ne faut pas avoir peur de se dire mon système de commentaires, je n'ai pas envie de le redévelopper parce qu'il y a Disqus, parce qu'il y a Livefire, parce qu'il y a Gigia, je n'ai pas envie de mettre en place un SSO complet, je pourrais utiliser le SSO de Gigia et récupérer en plus les informations de mes clients sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à utiliser des services tiers pour réduire votre dette technique et vous consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vendre des produits. Il y a un ensemble de bundles qui sont disponibles que j'ai listés. Vous le verrez mieux, je pense, sur la restitution sur le web. Mais globalement, voilà. Les socles pour une bonne application, Varnish, Symfony, Solar, MySQL, MongoDB, Redis. Et là, on commence à parler. Que des numéros 10 dans ma team, forcément, fidèle à Booba. Une approche best of breed. Ça veut dire quoi, une approche best of breed? C'est choisir les meilleurs composants. C'est choisir une solution de PIM qui va être adaptée à mon besoin. C'est choisir de réduire son time to market
en utilisant des composants qui sont prêts à l'usage et que vous n'aurez pas à développer ni à maintenir. Ce qu'on va voir dans cette approche Best of Breed, c'est comment constituer un référentiel complet de solutions open source, e-commerce, autour de Symfony, pour gérer le référentiel, pour gérer l'order manager, c'est-à-dire les commandes, pour gérer les flux, les clients, la recherche, la recommandation, le CMS, les paiements et enfin les soldes. Akeneo, la PIM. C'est un nouveau produit qui est sorti en version stable il y a un gros mois, on va dire, un peu plus. Akeneo, c'est basé sur Symfony, c'est basé sur Backbone, c'est basé sur Bootstrap et jQuery. Et tout ça sur le socle EuroPlatform, qui est la même plateforme que EuroCRM. Si vous en avez entendu parler, je vais en reparler après. Et donc, en fait, on a une base applicative qui, globalement, fait une interface RAD un peu à la Sonata Admin Bundle, qui donc nous permet d'avoir une solution complète pour gérer des entités et qui va nous permettre de gérer notre catalogue. C'est pas toujours facile de comprendre ce qu'est une PIM. Globalement, une PIM, c'est l'ensemble des informations qui viennent catégoriser votre produit. C'est, par exemple, avec l'ERP, le remontée du prix, des stocks, c'est la gestion des images, c'est la gestion des vidéos. Et en fait, sur cette PIM, vos chefs de produit pourront gérer en fait, l'information qui vient catégoriser le produit, faire sa vie, faire vivre son catalogue sur une interface dédiée avec des permissions dédiées. Par exemple, on a une journaliste ou quelqu'un qui vient contribuer de l'information sur le produit pour l'enrichir. Et il aura son interface dédiée avec ses droits dédiés. Là, on retrouve une gestion des ACL complète. Et on a un produit qui fait une seule chose, il fait une PIM, mais il le fait bien. Ce qui permet après d'avoir une diffusion sur différents canaux. Vous définissez vos différents canaux, que ce soit par exemple le prime, vous voulez faire un catalogue, vous voulez avoir un canal de vente dédié au mobile avec une offre réduite, un e-store avec par exemple une version anglaise, une version française avec des différences de produits, ou par exemple une borne en magasin. Centralisez vos informations dans une PIM. Si on imagine après qu'on indexe les produits qu'on a gérés dans la PIM dans Elasticsearch, on a la moitié qui est fait. On a un moteur de recherche et on a le référentiel. Il nous manque les commandes et les clients. L'interface n'est pas moche. Moi, j'aime bien. Donc, petit couac, on ne gère pas les images dans Akeneo. Du coup, il faut une solution pour gérer les images. Par exemple, avec Gofret, où vous pourrez stocker vos assets, voilà, avec le Sonata Media Bundle pour gérer vos restes des images, ou par exemple utiliser Sumber, qui est une solution en Python qui, par exemple, vous permettra d'avoir un service de redimensionnement d'images où il y aura de la détection de forme ou de la détection de visage. Du coup, votre crop va se centrer sur la tête de la personne, ce qui peut être utile quand on vend des vêtements, par exemple, pour réaliser ces mises en avant et se centrer sur les personnes. Et n'hésitez pas à mettre des queues de traitement pour gérer les traitements asynchrones. Ne le faites pas sur la production, les traitements asynchrones. Ça risque de redimensionner des images sur la production, ça risque de réduire vos performances. L'order manager, les commandes. La gestion des commandes est un des guerres de l'ANR. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un order manager si finalement une machine à état fini, comme par exemple Finite, qui est un bundle de Johan Girelli que je salue, et qui permet de gérer en fait des états finis, c'est-à-dire différents états de statut de la commande. Est-ce qu'elle est en préparation? Est-ce qu'elle est livrée? De rajouter en fait différents workflows de traitement de la commande pour savoir ces différents états. Est-ce qu'elle est en préparation? Est-ce que le livreur s'est perdu? Est-ce qu'elle est retournée à l'entrepôt logistique? Voilà, appuyez-vous sur cette solution, ça vous permettra de gagner du temps et d'avoir finalement un système très très simple pour lequel vous pourrez gérer vos commandes. On va bien sûr me dire, ouais mais moi ma gestion des commandes je le fais avec des événements, etc. Rajouter des états simplement sur une machine à état fini, c'est très simple. Rajouter des états, des événements, etc. Recatcher, remodifier la structure de son e-commerce pour intervenir dessus et modifier son process de commande, ça c'est une autre paire de manches. Petit point à ne pas oublier, il ne faut pas oublier que votre e-commerce n'est pas un outil de BI.
PHP, c'est pas faire pour faire des traitements OLTP ou du traitement de masse sur ce genre de choses. Utilisez des solutions comme Pentao ou Jaspersoft pour faire vos traitements lourds et ayez simplement un dashboard qui remonte les métriques simples, des KPI simples qui permettent de monitorer le business. Ayez toujours une solution de BI simple qui ne prend pas tant que ça finalement à mettre en place et qui vous permet vraiment d'évoluer dans le temps et de rajouter des métriques et d'avoir des gens dont le seul outil, c'est d'optimiser le canal de vente. Donc un outil dédié, pareil, une solution de BI dédiée. Les flux. Un e-commerce, c'est avant tout une solution qui est communicante. Et l'avantage en fait des flux, c'est qu'on va parler à plein de monde. On va parler à un ESB qui va nous fournir 1001 services. On va parler à un ERP qui va nous donner le catalogue. On va nous parler à du CRM, à un CRM, on va parler à un outil de BI, on va parler à un WMS, c'est pour la gestion des entrepôts, à une dame, là pour la gestion des images, une marketplace, par exemple Lengo ou Miracle, dans différents formalismes, parce qu'ils ne parlent pas tous la même langue. Du coup, il y en a qui parlent le SOAP, il y en a qui parlent le REST, il y en a qui parlent l'EDI, il y en a qui parlent le CSV. EDI, c'est échange de données informatisées. Globalement, c'est n'importe quoi, n'essayez pas. ETOAS, si vous pouvez le faire au maximum, utilisez MessagePack pour les applications, ça réduit votre délai de communication. C'est un peu mieux quand on communique avec du mobile et qu'on a peu de réseau. Et organisez votre modèle, bien séparer votre modèle qui dépend de l'accord API et créer des services pour manipuler vos interfaces sur le modèle que vous allez exposer et recevoir ou consommer de services tiers, de façon à transformer la data sur des services isolés et monitorer vos flux. Si vos flux ne marchent pas, votre application ne marche pas et vous ne faites pas d'argent, ce qui est dommage avec un e-commerce. Les clients. Comment gérer ces clients? On pourrait les utiliser avec du Sonata Admin Bundle. On pourrait avoir une interface simplement qui permettrait de gérer une base complète de clients. On utilise le FOSS User Bundle. Si on veut, on l'authentifie avec iWotos Bundle. Et après, on lui rajoute des commentaires, etc. Faites-le, c'est simple, ça ne mange pas de pain. Et vous n'avez pas forcément d'intelligence à rajouter dessus. Si vous avez des traitements à faire, faites-le dans la deuxième partie, dans le CRM, qu'on va voir après. Centraliser les événements utilisateurs, ça permet de comprendre qui il est et de suivre son activité. Faites du Real User Monitoring. C'est un petit JavaScript qui va vous permettre de suivre où est-ce que le client s'est arrêté. Vous connectez les informations, vous les stockez, et vous voyez ce que vous pouvez faire pour améliorer le taux de conversion. Voilà. En passant moins de temps à développer finalement l'interface pour gérer ses clients, on aura plus de temps pour connaître son client. New Relic Insight aussi vous permettra d'avoir des métriques dessus. Ça fait une solution de rhume, pareil. Les clients, la base CRM. L'idée, c'est de rester en contact avec les clients. Donc, avec Oro CRM, là, qui vient de sortir en version 1.0 il y a 4-5 jours, ça vous permet de gérer la segmentation des clients, d'avoir une communication qui est adaptée à vos clients et qui va récupérer finalement votre listing client, vous l'importez dans Oro CRM via un ensemble de flux bien déterminés, des imports CSV, ce genre de choses, un badge de traitement qui importe vos clients et vous suivez l'activité de vos clients et de ces activités. Vous pourrez faire des tâches, du rappel, des processus de vente, c'est très utile dans le cas de B2B. Vous avez aussi des fonctionnalités donc, très orientées e-commerce, comme par exemple le panier abandonné. Voilà, j'ai acheté, je ne sais pas, un CD, et du coup, il est dans mon panier, mais c'est pas fini. Mais j'en avais quand même envie de ce CD. Et là, Oro CRM va me prendre le produit et m'envoyer un mail en me disant hey, « tu as toujours ce panier, surveille-le ». Ça vous permettra donc de faire le suivi utilisateur. On est sur la base de la base Oro. Pareil qu'Ekaneo, donc on a une interface assez sympathique, ce qui n'enlève rien. La recherche et la recommandation. Dès que vous pouvez, donc, vous stockez l'ensemble de vos informations sur Elasticsearch, sur Solar, de façon à afficher directement en consultant dessus. Vous pourrez le stocker, bien sûr, sur de MongoDB, du MySQL, mais si vous devez vraiment répliquer vos interventions sur la donnée, finalement, laissez que les ID en base. Et puis, vous irez chercher l'ensemble des contenus dans Elasticsearch. Ça ne sert à rien, en fait, d'avoir son référentiel qui est dupliqué à chaque fois. Là, vous avez l'avantage d'avoir une API REST qui va communiquer avec l'ensemble de vos systèmes et qui sera centralisée avec l'ensemble de vos frontaux.
Point important, c'est qu'après, vous pouvez par exemple rajouter des fonctionnalités de recommandation, d'upsell, de cross-sell, pour gérer des affinités entre les produits. C'est-à-dire vous rajoutez un produit dans votre panier, vous allez augmenter son affinité, et finalement, à force de rajouter des produits dans les paniers, dans les listes de souhaits, ou d'avoir des ensembles de produits qu'on a regardés et sur lesquels on ajoute les affinités, on va arriver à une certaine intelligence. Et si ça, ces règles métiers ne suffisent pas, vous pouvez en plus rajouter, par exemple, des règles métiers avec Expression Language, c'est pas de rules, hein, mais ça vous permet déjà de rajouter certaines règles métiers pour définir les affinités produits et comment vous allez organiser votre contenu ensemble. Si vraiment ça ne suffit pas, vous pouvez aller voir des professionnels comme Predigo, comme Fred Hopper, comme Compario, qui font des solutions de merchandising et merchandising qui vous aideront vraiment à augmenter votre trafic. Le CMS. Vous aimez tous le CMS, c'est incroyable. Regardez le nombre de CMS qui est présent dans la communauté. Alors on a CMS, on a Drupal 8, on a Easy5, on a Bolt, on a Sulu, on a PageKit, on a un nombre incalculable de solutions qui sont toutes très différentes, qui ont toutes des avantages. Ça va de très bien à médiocre. Je vous laisse associer le qualificatif avec la solution. Et l'idée d'utiliser ces solutions, c'est de s'en servir pour du content as a service, du data as a service. Finalement, en fait, le contenu qui sera géré dans mon CMS va faire vivre mes catégories, les enrichir et leur permettre de proposer du contenu adapté, des paroles d'experts. Et donc, c'est finalement de transformer sa solution e-commerce en une API REST qui va aller fournir du contenu et qui va être consulté selon la typologie de produit. Si je consulte par exemple une solution d'aménagement intérieur, j'aurai plus envie d'avoir des conseils de déco que si je vais sur un produit alimentaire ou ce genre de choses. C'est piocher le beau contenu au bon endroit pour faire un bon merchandising. C'est là la force de votre e-commerce, c'est de donner du contenu de qualité à votre solution. Et tout ça, vous pouvez vous appuyer sur des solutions qui sont basées sur Symfony, sauf le petit Bolt qui est basé sur Silex. Les moyens de paiement. Choisissez d'intégrer un PSP. Pourquoi? Parce que le jour où vous aurez envie de faire une intégration Atos, faire une intégration PayPal, de gérer des remboursements sur les méthodes Atos, de gérer des remboursements sur PayPal, et après sur l'autre solution, vous implémentez les bitcoins, et vous avez une autre solution en plus à rajouter pour gérer. Si vous utilisez un PSP, finalement, le PSP va s'abstraire de toute cette complexité, vous propose un web service unifié pour gérer vos demandes. Le PSP, ça peut être B2B, ça peut être Paybox, il y a plein de solutions qui proposent différentes modalités de paiement, mais qui vont vous simplifier la vie après pour l'ouverture à d'autres pays, pour la gestion de la fraude. C'est leur métier à eux, à ces solutions-là, de fournir des services et vous accompagner à prospérer, parce que la marge en fait qui se font sur les paiements, c'est un pourcentage qu'ils viennent récupérer de vos ventes. Donc ils ont tout intérêt à avoir un meilleur taux de conversion. Donc utiliser un PSP, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et l'intégration avec ce PSP, vous pouvez le faire très simplement avec Pay on Bumble. Et là, on a quasiment le cercle qui est complet avec l'ensemble des solutions. Le dernier point, c'est les soldes. On arrive à plus de 200 pages secondes. Sur des e-commerce, ça commence à faire beaucoup. Surtout quand on a beaucoup d'informations à afficher, à faire des traitements, à faire de la recommandation. Quelques petites astuces. On n'est pas forcément M6, mais on essaye d'y arriver. Et donc voilà. L'idée, c'est de prévoir un fallback sur les pages les plus consommatrices. C'est d'avoir une version dégradée de l'application. C'est-à-dire, quand vous avez des périodes de pointe, vous les remontez et finalement, vous réduisez les informations que vous allez afficher qui consomment le plus de mémoire. L'idée, c'est de garder un canal de vente complet. Et même si il n'y a plus les informations du blog, l'agrégation des données du blog, c'est pas grave. Le client, il va quand même acheter. L'idée, c'est de ne pas faire rompre le service. Donc, il faut garder tout ça. Il faut prévoir son application de façon stateless. Là, c'est pareil. Augmenter le découplage entre les applications de façon à pouvoir chaque bloc les maintenir, d'avoir une recherche qui marche toujours, d'avoir un module de commande qui marche toujours. On ne peut pas se permettre d'arrêter le module de commande. Du coup, cette partie-là doit être forcément scalable. Donc, ayez des services qui sont pensés dès le début pour être scalables. Ce n'est pas quand vous aurez 50 000 clients qui veulent commencer tous en même temps que vous pourrez le faire. Découpler les services, découpler les sites, essayez de réduire le couplage.
Et après, pourquoi pas, d'utiliser que des solutions comme Ratchet, comme WebRTC, si vraiment vous voulez passer un cap et avoir des performances qui dépotent. Ça, je vous laisse créer les solutions qui permettront de répondre à ce besoin. Dernier point sur l'hébergement scalable. Voilà, on a pas mal de solutions en ce moment qui se créent pour essayer de faire de l'autoscaling, de monter des VM, d'avoir un conteneur LXC avec Docker, de manipuler facilement tous ces conteneurs via Mesos, ou encore la solution Screer de Netflix qui fait de l'autoscaling en fonction, il fait du prédictif selon la volumétrie de produits, etc. C'est une science inexacte, mais essayez-vous, ça vous permettra de découpler vos interventions. Ayez des conteneurs isolés, soyez plus agile autour de toutes ces notions, de façon à simplifier la gestion de vos applications. Voilà. Maintenant qu'on a un e-commerce qui marche, ma question préférée, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé d'environ 60 projets, je crois, en début de conférence. Oui. Sur tous ces projets, vous avez utilisé la même base en termes de framework, ou alors vous avez développé des systèmes spécifiques à chaque fois? Alors, on a fait des développements spécifiques. On a utilisé des progiciels comme Magento, comme RBS Change, comme Drupal Commerce, une pléiade de solutions. On a dû faire du WooPress, différents types de solutions. À chaque fois sur des technos différentes où on a essayé de piocher et d'agréger des solutions. On a fait des projets pour Canson où on a fait du Liferay, c'est-à-dire une solution Java, et du Magento. On a fait des solutions, par exemple, pour des clients, des voyagistes, où on a mélangé un e-commerce spécifique et du Jaya, qui est une solution de CMS en Java. Et on les a assemblés avec des blocs SSI, de façon à faire de l'inclusion de différents domaines fonctionnels. Donc vraiment, sur l'ensemble de ces projets, on a essayé de faire une approche best of breed, où on a été chercher les meilleurs des contenus pour en faire un tout cohérent et répondre à un contenu. On travaille avec énormément de sociétés du CAC 40 qui ont des besoins très compliqués, ou farfelus, ça dépend. Et du coup, il faut répondre à leurs besoins et avoir des solutions qui font papa, maman et plus. Voilà. Et du coup, est-ce que vous êtes arrivé à avoir une solution plutôt universelle, ou il n'y a toujours pas de réponse et c'est toujours du développement spécifique qu'il faut refaire encore et encore et encore? Récemment, on a fait un projet qui me plaît bien, qui s'appelle DoctiPharma, et qui est basé sur Symfony 2, avec une base, avec une solution de CMS. On a l'API Macaneo pour gérer le produit, on a un index Solar. Voilà, c'est des solutions qui chacune font bien ce qu'on leur demande, et ça crée un tout cohérent. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la notion d'utiliser Symfony comme liant technique entre vos applications. Merci. Bonjour, merci pour la presse. Si on part d'un existant, un e-commerce monolithique, comme tu le décrivais au début, comment entamer des travaux pour migrer justement vers viser du euro plateforme et ajouter les briques qu'on veut au fur et à mesure, ou par quoi commencer, ou enfin, il y aurait une démarche comme ça? Je présume que tu as à faire ça assez souvent, mais... Ouais. Par quoi commencer? La gestion du legacy, c'est toujours un vrai problème. L'idée, c'est de commencer par ce qui est sensible pour le métier et y aller progressivement et prendre du temps, poser la solution, réfléchir et essayer d'avoir une approche progressive en commençant par exemple par gérer le routing, de wrapper, soit wrapper en fait dans un cœur SF2 comme le fait un peu Easy Publish avec sa solution pour wrapper son legacy et donc faire une migration progressive, gérer le routing, c'est-à-dire qu'une part de l'application qui est routée sur une certaine URL finalement va être gérée vers une autre partie de l'application. C'est voilà, faire une segmentation par différents canaux et l'isoler progressivement. Ça ne sert à rien de tout faire d'un coup, c'est l'assurance de tout casser. Il n'y a pas de point d'entrée magique et
Voilà, tout dépend du besoin métier. Bonjour, j'aurais juste une question. Comment est-ce que vous vendez finalement, comment vous arrivez à faire accepter aux clients d'avoir 5, 6 types d'administrations différentes? Comment vous unifiez tout ça? Vous avez quoi, un système de SSO à refaire au milieu, etc. Parce que d'un côté, vous avez la CRM, le PIM, le DAM, le machin, le ci, le là. Comment vous unifiez tout ça? Alors, on ne cible pas forcément les mêmes types d'utilisateurs pour chacune de ces applications. C'est-à-dire que cette solution, si vous avez un besoin simple, utilisez Magento, utilisez Silius, utilisez Sonata e-commerce, utilisez des solutions complètes, simples, pour des besoins simples. Là, on y vise un public où personne n'a besoin d'une application aussi découplée s'il n'en a pas le besoin, s'il n'a pas le volume de vente derrière. Du coup, ayez une réponse qui s'adapte à votre client. Si votre client, son impératif, c'est d'avoir qu'un seul back-office dans la vie, c'est qu'il a des problèmes que d'autres vont pas avoir. Et du coup, ça sert à rien de lui proposer une solution trop découplée parce qu'il va avoir une solution qui va répondre à des problématiques. C'est là où on rentre dans le trop viable et c'est là où ça ne va pas répondre à son besoin forcément. Par contre, d'avoir une solution, par exemple, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a moins de 10 000, 20 000 produits, mettre en place une PIM, est-ce que c'est une bonne solution alors que les solutions du marché le font très bien? Est-ce qu'il ne serait pas mieux sur un Shopify, cette personne? C'est des questions qu'on peut se poser. Et à chaque fois, c'est une analyse qu'on recommence, qu'on réessaye de faire pour fournir finalement quelque chose de cohérent et quelque chose qui colle aux besoins du client. Bonjour. Bonjour. Merci pour la presse. Tu as parlé de Silius, d'Akeneo, qui sont des choses qui nous intéressent aussi particulièrement. Comme tu le disais, c'est sorti en version stable il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Quels sont les retours d'expérience que tu as? Est-ce qu'il y a des projets qui sont déjà en prod là-dessus ou on est encore sur quelque chose qui doit avoir encore un peu de maturité avant d'être utilisé? Alors, l'éditeur a des projets qui sont déjà en prod. On a aussi des projets qui sont déjà en prod. On a pris un petit peu d'avance pour Akeneo parce que le fondateur de la solution, c'est un ancien de chez Smile. Du coup, ça aide. Et on s'est concentré. En gros, on se disait, soit on utilise Akeneo, et on sait qu'on va devoir refaire des choses, mais il y a déjà plein de fonctionnalités qui nous seraient utiles, ou sinon, on prend Sonata Admin Bundle et on recrée une solution de référentiel. On a pris le pari d'utiliser Akeneo. On a eu des très très bons retours. Il n'y a qu'un point qui pourrait être éventuellement problématique, c'est finalement sur la base de Europlatform. On a une couche en backbone qui est pas forcément la plus simple d'accès pour un développeur qui a une majorité de compétences en PHP. Et du coup, il faut aussi prévoir que la personne qui va travailler dessus n'ait pas peur de mettre les mains dans du backbone.js qui va relever d'une certaine complexité supplémentaire pour gérer l'application. EuroCRM, après, c'est le fondateur de Magento qui l'a créé, avec l'aide aussi de l'équipe Akeneo. C'est des solutions qui sont simples, éprouvées. Et quand on voit la réussite de Magento, je pense qu'il ne faut pas hésiter à jeter un coup d'œil et de voir qu'est-ce que ça peut apporter à votre client, à votre métier, à votre business. Donc oui, on a de la production sur ces choses-là. On a encore 1 minute. Vous pouvez me déposer des questions sur Caris. Je suis né à Sevran comme lui. Oui, bonjour. Et j'aimerais continuer la question précédente sur Silius. Est-ce que tu as des retours? On essaye de le mettre en place, nous, quelques composants. Pas particulièrement. Sur Euro et Akeneo, on a fait des choses. Sur Silius, beaucoup moins.
parce que ça ne répond pas forcément aux besoins de nos clients. Et c'est là où j'ai peut-être pas été clair sur la réponse à l'autre question. Bon allez, on va boire.